Bienvenue sur Africa 24 dans cette nouvelle édition du Morning News, au sommaire de l'actualité. En Côte d'Ivoire, le gouvernement accuse des pro-Gbagbo de vouloir déstabiliser le pays. Selon le ministre ivoirien de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, deux proches de l'ancien président auraient depuis le Ghana financé et armé d'anciens militaires. En Algérie, 2 ans après l'instauration des quotas sur les importations de véhicules dans le pays, comment se porte le secteur de l'industrie automobile? Les réponses à suivre dans ce journal. Et les exportations, levier de croissance pour l'économie rwandaise. Le pays est appelé à capitaliser sur ses activités d'export pour un plus grand rayonnement économique. Le gouvernement ivoirien accuse des proches de l'ancien président Laurent Gbagbo de tenter de déstabiliser le pays. C'est sur le perron de la présidence ivoirienne que le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, a lancé ses accusations, citant même les noms de 2 proches de l'ancien président ivoirien qu'il accuse de financer et armer des anciens militaires depuis le Ghana où ils ont trouvé refuge. Marcel Fabamaroun. Les assaillants qui ont mené les attaques contre les postes de gendarmerie et de police en Côte d'Ivoire depuis le mois de juillet ont désormais des visages. C'est en tout cas ce qu'a révélé le ministre de l'Intérieur et de la Sécurité, Sidiki Diakité, jeudi 6 septembre, à l'issue d'une réunion extraordinaire du Conseil national de sécurité présidé par le chef de l'État, Alassane Ouattara. Depuis le perron de la présidence ivoirienne, Diakité a accusé 2 proches de l'ancien président Laurent Gbagbo, que sont Damana Picasse, ex-leader des jeunes du Front populaire ivoirien, et Stéphane Kipré, président de l'Union des nouvelles générations, actuellement en exil au Ghana. Les informations recueillies au cours des enquêtes et des auditions montrent clairement que ces attaques s'inscrivent dans un projet de déstabilisation impliquant notamment des responsables politiques, aussi bien à l'intérieur qu'à l'extérieur du pays, plus particulièrement au Ghana. Ces personnes instrumentalisent et arment certains démobilisés et militaires déloyaux. Dans la même veine, le ministre a souligné que 35 personnes, ex-forces de défense et de sécurité, miliciens ou ex-combattants, avaient été arrêtés en lien avec ce projet de déstabilisation. L'enquête suit son cours avec l'identification d'autres personnes. Il apparaît clairement que les mesures de clémence prises en vue de promouvoir la paix et la réconciliation n'ont pas été comprises comme telles par ces individus qui continuent de constituer des menaces pour l'intégrité physique et la quiétude des populations, ainsi que pour la stabilité des institutions de la République. Outre ces attaques, de nombreuses évasions en cascade dans les prisons ivoiriennes ont été notées depuis le 6 août dernier. À ce propos, le ministre de l'Intérieur a assuré que des mesures étaient prises pour renforcer la sécurité autour des bâtiments carcéraux. Au Mali, inauguration du quartier général de la force conjointe du G5 Sahel. Ce samedi, le président Ibrahim Boubacar Keïta s'est rendu à Mopti, à 600 km au nord de Bamako, pour l'inauguration de son poste de commandement opérationnel. Cette force sera composée de militaires de 5 pays de la sous-région, Mauritanie, Mali, Burkina Faso, Niger et Tchad. L'objectif étant de lutter contre le terrorisme. Dans l'actualité également, Alassane Balassane Condé élu président de l'Assemblée nationale burkinabé ce vendredi 8 septembre. Il remplace Salifou Diallo, décédé le 19 août dernier à Paris en France. C'était l'unique candidat à cette élection. Il s'est engagé à marcher sur les traces de son prédécesseur. Jean-Paul Drogo, notre correspondant au Burkina Faso. Son nom était déjà apparu la veille à la une de nombreux quotidiens burkinabés. Ce vendredi 8 septembre 2017 à l'hémicycle, c'est donc sans grande surprise que Alassane Balassane Condé s'est vu installé dans sa nouvelle fonction de président de l'Assemblée nationale à l'issue d'élections dont il était en effet l'unique candidat présenté. Élu à la majorité par 104 des 127 députés présents, il remplace désormais à cet exercice Feu Salifou Diallo, décédé le 19 août 2017 en France. Le nouveau président, qui dit mesurer la lourde responsabilité à lui confiée par ses collègues, prône le rassemblement durant son mandat. Je tends la main à l'ensemble des députés, sans distinction d'appartenance politique ou idéologique, afin de relever le pari d'une législature qui saura apporter des réponses aux attentes des populations. Âgé d'à peine 48 ans et père de 2 enfants,
Alassane Balassa Kandé, avant son élection, menait une double carrière d'homme politique et également de banquier depuis son entrée en 1995 à la Banque internationale du Burkina. Choix éminemment politique pour son parti, le Mouvement du peuple pour le progrès, parti majoritaire mais aussi pour ses alliés, la proclamation des résultats de l'élection du nouveau président démontre au-delà des divergences politiques une volonté de l'ensemble des députés de servir l'État selon des analystes. Nous sommes d'autant plus heureux aussi que c'est un jeune qu'on a placé à la tête de l'institution. C'est un message fort et je crois que les premiers responsables du MPP et de la majorité ont voulu donner à la jeunesse burkinabé. Vous avez vu que toute l'opposition n'a pas présenté de candidat parce que nous avons jugé qu'il s'agissait de continuer un mandat qui a été écourté brutalement. Notons que c'est la deuxième fois dans son histoire depuis l'indépendance du pays que le Burkina Faso procède à une telle élection après le décès brutal en 1957 de Yalgado Ouedraogo, tout premier président de l'Assemblée nationale du pays des hommes intègres. Des quotas sur les importations de véhicules pour favoriser le développement de la production algérienne. Telle était la stratégie adoptée par Alger pour favoriser le développement de ce secteur. 2 ans après, comment évolue l'importation automobile en Algérie? La politique des quotas a-t-elle été utile? Élément de réponse dans ce sujet de Patricia Solange-Dubois. Le développement d'une filière automobile algérienne est devenu une priorité pour réduire la facture des importations qui tarissent les réserves de change. Seulement la plupart des véhicules sont importés en kit prémonté. Il ne reste que le montage à effectuer. Résultat, la voiture produite en Algérie est parfois plus chère que sa jumelle importée et les mesures mises en place n'ont pas eu d'impact sur les réserves de change et la création d'emplois. Le secteur de l'automobile en Algérie vit un petit peu une sorte de révolution. Depuis un petit peu plus de 2 ans, le gouvernement algérien a décidé de limiter les importations de voitures. Vous savez qu'il y a à peu près de 600 000 voitures par an et c'était quand même assez cher pour le pays. La facture quand même s'élevait à plus de 7,3 milliards de dollars. Donc le gouvernement algérien a décidé de diminuer les importations et de mettre en place une industrie locale. Les résultats ne sont peut-être pas ceux qui étaient espérés. Il n'y a pas beaucoup de transfert de technologie, il n'y a pas beaucoup de plus-value. Et les voitures qui sont produites en Algérie, parfois, sont un petit peu plus chères que celles qui sont importées. De son côté, le Premier ministre Ahmadou Yahya a défendu les projets de montage automobile. Il a fait le point ce lundi 6 septembre lors d'une allocution en marge de l'ouverture de la session du Parlement. Si l'Algérie avait préservé son industrie dans ce domaine depuis l'indépendance, nous serions aujourd'hui en train de produire des véhicules de fabrication algérienne. Le Japon et la Corée du Sud, qui sont les leaders mondiaux de l'industrie automobile, avaient débuté avec le boulon et le tournevis. Pourquoi sommes-nous aujourd'hui pressés en Algérie d'atteindre ce niveau? Présentée comme un secteur stratégique par les pouvoirs publics, l'industrie automobile algérienne a suscité un grand intérêt chez plusieurs constructeurs à travers le monde. Plusieurs groupes tels que Renault, Mercedes, Hyundai et Iveco se sont déjà installés. D'ici 2020, le pays projette de produire environ 500 000 véhicules. Comment se porte l'économie rwandaise? Plutôt bien, selon la Banque mondiale, qui fait tout de même quelques recommandations pour un plus grand rayonnement du pays des 1000 collines. En tête de liste, l'investissement dans le développement de l'export, levier de croissance pour le pays. Wandiam, Valentin Compaoré et Marcel Fawamaroun. Soutenir la croissance en s'appuyant sur les opportunités d'exportation émergentes, c'est le titre du rapport sur le Rwanda de la Banque mondiale, publié ce 6 septembre 2017. Un rapport qui dresse un état de l'économie rwandaise dont la croissance a chuté à 5,9% en 2016 contre 8,9% en 2015. Aussi, en 2017, la croissance économique du Rwanda, selon l'institution de Bretton Woods, a débuté sur un nouveau repli au premier trimestre 2017 à 4,2%. Et pour les experts, le Rwanda a plus à gagner en capitalisant sur ses activités d'export. Bien que le secteur des exportations du Rwanda soit encore faible, les progrès réalisés au cours de la dernière décennie envoient un message clair selon lequel une croissance axée sur les exportations est à la portée du Rwanda et la stratégie de croissance à long terme du pays devrait continuer à se concentrer sur le renforcement de la capacité de l'économie à produire des produits et services exportables. Malgré une économie performante et dynamique de ces dernières années, l'on note tout de même un ralentissement de rythme des secteurs clés, notamment le secteur primaire. Il y a 2 ans, le secteur agricole qui affichait une croissance de 5% a reculé à 3,9% en 2016. Au premier trimestre de l'année 2017, il fléchissait encore à 2,6%, conséquence des effets de la sécheresse.
Le Rwanda agit avec les outils dont il dispose et qui lui sont d'un grand avantage. Et l'inscription dans le secteur, par exemple, de l'informatique et des services de nouvelles technologies et de la modernité sont des éléments qui peuvent réellement lui permettre d'aller de l'avant. En rappel, les exportations rwandaises ont quadruplé au cours de la dernière décennie, passant de 400 millions de dollars en 2007 à 1,6 milliard de dollars en 2016. Un bond qui s'explique par une diversification des produits exportés accompagnée par l'essor des services. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Restez sur Africa 24 pour un nouveau rendez-vous de l'actualité.